Amis camping-caristes, bonjour. Nous continuons toujours sur le développement de mon chauffage gasoil thermoélectrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un chauffage qui va permettre de chauffer le camping-car, mais en même temps, plus il va chauffer, plus il va produire de l'électricité pour charger les batteries lithium, mais également pour compenser la consommation électrique du chauffage. Pour ce faire, la dernière fois, j'ai expliqué comment lire la température d'ambiance qui sera sur ce petit thermomètre hygromètre. Donc c'est la vidéo 58. On a parlé du diagramme psychrométrique. Et là, on va encore parler du diagramme psychrométrique. Pourquoi ? Parce que quand on brûle du gasoil, même du gaz, la combustion, il y a une règle de mélange entre le carburant et l'oxygène qui s'appelle stéchiométrique. Un nom barbare. Et en fait, c'est un mélange qu'on doit réaliser en masse entre un volume en masse massique de gasoil et une masse d'oxygène pur contenue dans l'air. C'est là-dessus qu'on va pas travailler, mais qu'on va discuter, que je vais vous faire voir comment on peut lire sur un petit composant, je vais vous l'afficher, un petit composant BME 280, on reviendra dessus, j'ai 4 fils qui arrivent là-dessus, une alimentation 3,3 volts, une masse et 2 fils de communication pour dialoguer, pour récupérer les informations. Et les informations qu'on récupère là-dessus, c'est la température et l'hygrométrie, comme sur cette petite sonde-là, sauf qu'en plus, ici, nous avons la pression atmosphérique. Donc, si vous avez regardé la vidéo 58, vous êtes aperçu que pour les diagrammes psychrométriques, il y a autant de diagrammes qu'il y a d'altitude de pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique ne varie pas qu'avec l'altitude, ça varie aussi avec les conditions atmosphériques. Donc l'idéal pour avoir exactement les bonnes mesures, c'est d'utiliser un petit capteur comme ça. Donc on va revenir dessus, sur les mélanges, et comment on va calculer l'apport d'oxygène pur en fonction de l'altitude, de la température et de l'humidité relative. Voilà en gros l'approche. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ici je ne vends rien. D'ailleurs, je ne vous demande jamais de mettre le pouce, je ne vous demande jamais de vous abonner. Ceux qui m'aiment me suivent, et puis après tout, les autres, ils vont regarder les vidéos publicitaires. Donc, pour lire ce petit capteur-là, j'ai oublié de préciser, je le lis sur un ESP32. C'est un processeur un peu comme Arduino, qu'on paramètre avec un logiciel qui s'appelle IDE, comme l'Arduino. Et je vais vous mettre tout le code et les équations pour pouvoir lire cela, mais surtout ressortir toutes les caractéristiques de l'air qu'on peut voir sur le diagramme psychrométrique. Mais en plus de ça, on va aussi calculer les masses molaires et pouvoir calculer ce qu'on ne voit pas sur le diagramme, c'est le taux d'oxygène. Alors, le taux d'oxygène, on va faire une petite aparté là-dessus. Dans l'air, vous avez 21% d'oxygène dans l'air. Alors exactement, c'est 20,9% en volume. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous soyez au bord de la mer, ou à 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres, vous avez toujours la même concentration en volume. Alors pourquoi dit-on qu'en altitude, il y a moins d'oxygène, et pourquoi on vous vend des régulations pour l'altitude, pour compenser le manque d'oxygène? Tout simplement, c'est lié à la densité de l'air, à la pression atmosphérique, à la densité de l'air. Le pourcentage en volume est toujours le même, mais en masse, ce n'est pas la même. Donc il faut calculer les masses d'oxygène, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà la petite explication. Et la personne qui monte en altitude a du mal à respirer, parce que quand il remplit ses poumons, il met un certain volume,
Mais comme la pression varie, la concentration en oxygène en masse n'est pas la bonne. Et un carburateur de voiture ou un brûleur de chauffage, c'est exactement la même chose. Si vous faites entrer un certain volume d'air avec un ventilateur, étant donné qu'avec la pression atmosphérique variant, vous aurez en masse moins d'oxygène. J'espère que j'ai été clair, mais c'est ça le principe. Donc tout de suite après, je vous fais voir combien coûte ce petit composant-là si on l'achète chez AliExpress en Chine. Je vais vous faire une petite photo pour voir un peu plus gros, et puis on va venir après sur le code que vous pourrez télécharger pour pouvoir l'utiliser si vous vous amusez à faire de la programmation avec l'ESP32. Voilà. Donc passons déjà sur le produit par lui-même. Alors voilà le petit composant BME 280. C'est un composant qui a été développé par Bosch. On peut l'acheter sur AliExpress à 0,62 €. Il y a plus cher de transport. Hein. Mais bon, un constructeur qui se lance là-dedans, il achètera ça, même moins cher que ça, directement chez le fabricant. Dans la conception que j'ai faite du chauffage gasoil thermoélectrique, j'en aurai 3 composants comme ça. J'en aurai un qui permettra de mesurer les qualités de l'air à l'extérieur, donc dehors. Un à l'aspiration du chauffage, excusez-moi, au niveau du mélange d'air, et un au soufflage. Voilà. Et à partir de là, avec le diagramme psychrométrique, on a toutes les caractéristiques du traitement de l'air et de l'apport d'air extérieur, et ça va permettre de calculer, avec les débits d'air, ça sera un autre sujet, les puissances soit frigorifiques, si on intègre dedans la climatisation, ce que j'ai bien l'intention de faire, ou la puissance calorifique, mais réelle, hein, avec les différences d'enthalpie et le débit d'air. Donc 0,62 € si vous voulez l'acheter sur AliExpress. Et vous voyez en bas que la température mesurée, ça va de moins 40 à plus 85. C'est parfait pour être aussi bien à l'extérieur que sur mes gaines de soufflage, puisque je vais me limiter en température à 70 degrés au niveau du soufflage de mon chauffage. Pourquoi ? Parce que sur ce type de chauffage, si je veux faire de la récupération thermoélectrique, je ne peux pas souffler très chaud. Voilà. Donc l'humidité, alors avec plus ou moins 1 degré, la précision, c'est largement suffisant. Je ne l'ai pas contrôlé, mais je le ferai avec mon thermomètre étalon. L'hygrométrie de 0 à 100% avec une précision de plus ou moins 3%. Et la pression atmosphérique de 300 à 1100 hectopascales. Voilà, puis la consommation, bon, on s'en fout un petit peu, puisque de toute façon, c'est branché sur la batterie. Vous voyez en dessous la photo du produit, hein, c'est tout petit, et il y a 4 connecteurs dessus. Alors, celui qui est tout à fait à droite, VIN, c'est la tension, donc il peut fonctionner sur un ESP32 en 3,3 volts. Après, le GND, c'est la masse. SCL et SDA, c'est la communication en I2C. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple à utiliser. J'invite les gens qui veulent se lancer dans la programmation Arduino ou ESP32 d'acheter un ESP32, hein, parce que ça, là, ça vaut 8 € sur Amazon. Vous achetez le petit composant, vous branchez les 4 fils comme je l'ai fait. Bon, là, ils se sont débranchés. Et puis, voilà, vous injectez le code, et vous allez voir, ça va fonctionner. Après, on va revenir un petit peu sur le mélange idéal oxygène et puis gasoil, dans deux cas de figure. Le mélange idéal en lambda est de 1, c'est-à-dire pour 1 kg de gasoil, on a besoin de 2,3 kg d'oxygène. On parle toujours en masse. La sonde... Alors après, je peux mettre une sonde. Et d'ailleurs, il y aura une sonde lambda comme ça. Cette sonde-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mesure
comment on va dire, l'oxygène résiduel de la combustion, ici, et elle compare avec l'oxygène externe, hein, de l'air ambiant. Voilà. Et elle vous détermine un coefficient lambda qui peut aller de 1 à 1,4 ou voire peut-être même un peu moins, et ça vous donne si le mélange de la combustion est bon. Alors non seulement on va contrôler le mélange de l'apport en gasoil et de l'apport en comburant, c'est-à-dire en oxygène, pour faire le meilleur mélange possible, et au niveau de cette sonde-là, on va mesurer si le mélange est vraiment bon. Vous voyez, ceinture bretelle. Donc on peut voir si le mélange est riche ou pauvre en oxygène. En règle générale, donc pour un lambda de 1, comme je l'ai écrit, c'est 1 kg de gasoil pour 2,3 kg d'oxygène. Mais on a tendance toujours à rajouter 10 à 15% d'oxygène supplémentaire pour éviter l'encrassement qui est de la suie à l'intérieur. Voilà un petit peu l'idée générale. Ça, on reviendra sur cette sonde lambda un peu plus tard. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la lecture du BME 280 et des récupérations de données qu'on va comparer à un tracé sur un diagramme psychrométrique. Alors, tout ça, c'est de la théorie, enfin pas que de la théorie, puisque les composants, ils sont là. Et puis moi, je suis en train de fabriquer mon chauffage. C'est une maquette, hein, parce que ça nécessite beaucoup d'argent pour fabriquer l'échangeur cuivre, le corps de chauffe et tout ça. Mais là, l'idée de mon travail, c'est de pouvoir proposer ça à un constructeur, soit un constructeur de camping-car qui voudrait se lancer dans un produit innovant qui va le différencier aux autres marchands de camping-car, en produisant de l'électricité en chauffant, mais en même temps en faisant de la climatisation, et au plus en même temps en maîtrisant l'humidité relative à l'intérieur du camping-car pour éviter qu'il y ait de la condensation. Ça, il faut revenir à mes vidéos précédentes, et notamment la 58. Allez, on passe à l'étape suivante. Je vais vous faire voir le logiciel, comment il tourne. On va parler un petit peu du code qui est à l'intérieur, mais on ne va pas rentrer dans le détail des équations. Je vais vous faire voir en dessous, sur le moniteur, comment on récupère les informations en temps réel de la qualité de l'air qui est autour de moi. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un grossissement du raccordement que j'ai fait sur mon ESP32. En haut à droite, le fil bleu, c'est le GND, la masse. À gauche, vous avez la bande 23, il n'y a rien, mais sur le pin 22, P22, vous avez le fil vert. Et après, sur le P21, le pin 21, vous avez le fil jaune. Tout à fait en bas, en rouge, vous avez 3,3 volts, c'est l'alimentation du composant. Et on ne voit pas, mais sur la partie gauche, vous avez GND, qui est l'alimentation de la masse. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est très simple à raccorder entre le SP32 et, comme nous l'avons vu, le composant. Voilà, nous sommes dans l'interface IDE. Donc c'est là où on rentre le code pour programmer les Arduino ou le SP32 dans ce cas de figure. Ici, quand vous branchez votre SP32 sur le port USB, vous choisissez le port COM, moi c'est le port COM 3, et vous allez aussi choisir le processeur. Donc là, c'est un ESP32, il faut prendre ESP32 dev module. Hein, si vous prenez exactement le même que moi. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le code que vous allez pouvoir télécharger, et c'est ce que vous voyez écrit ici. Alors, on ne va pas rentrer tout à fait dans le détail de tout, parce que ça risque d'être assez long. Ce que vous voyez ici, c'est, je rappelle, ce que nous venons de voir, les raccordements SLC, bon, là j'ai mis un fil vert sur GPI 22, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le code, il va bien falloir affecter les pins, hein, les broches du processeur, aux composants qu'on a raccordés dessus. Hein. Le BME 280.
Donc ici, c'est un petit rappel des raccordements. Ici, ce sont les bibliothèques que vous allez devoir télécharger. Je rappelle, les bibliothèques, qui sont là. Vous allez les chercher. Donc tout ce qui sert à faire des opérations plus simples. Ici, c'est toutes les fonctions mathématiques, parce qu'il y a pas mal d'équations. Ici, c'est une bibliothèque qui permet de dialoguer avec le composant, enfin de simplifier le dialogue avec le composant, et ainsi de suite. Voilà. Bon, là, on va passer tout ça. Lecture. Alors là, c'est une boucle, l'op. C'est-à-dire qu'on tourne, on va faire tout ce qu'il y a dans le lop, et quand on arrive en bas, on remonte et on continue comme ça à tourner, à afficher. Ici, c'est la lecture des valeurs. Donc la pression, l'humidité, la température. Ici, les conversions de base. Donc là, on est pour passer en Kelvin. Donc il faut qu'on ajoute 273,15. Les conversions en Pascal, en kilopascal et en atmosphère. Là, je calcule l'altitude. Altitude théorique. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la pression atmosphérique donne l'altitude, mais si vous avez des variations dues à la météo, ça peut fausser les mesures de l'altitude, mais pour m'amuser, j'afficherai les altitudes, enfin l'altitude. Donc là, bon, je fais différents calculs, masse molaire, ainsi de suite. Là, je calcule la quantité d'eau dans un kilogramme d'air sec, les enthalpies, enfin l'enthalpie, puisqu'il y en a plus, le point de rosée, la température humide, voilà. Là, les différents masses molaires. Bon, tout ça, c'est des équations. Là, je calcule les densités. Densité d'oxygène, la masse d'eau par mètre cube. Est-ce qu'on peut avoir la masse d'eau dans l'air par mètre cube ou par kilogramme d'air sec? Et ici, une chose importante, c'est la masse d'oxygène dans l'air, par kilo ou par mètre cube. Voilà. Tout ça, une fois que c'est calculé, là, c'est l'affichage au niveau de, au niveau de l'interface qui est en dessous. Voilà, donc, ça, c'est simplement de l'affichage. Puis une fois qu'on est arrivé là, bon, on attend 3000 millisecondes pour pouvoir refaire un calcul et des affichages. Alors on peut envoyer ça en Bluetooth. Une fois qu'on a récupéré ça, on en fait ce qu'on en veut. Là, pour l'instant, c'est juste un affichage. Alors, je vais vous faire voir en partie basse. L'affichage, c'est ici. Alors, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, vous voyez, c'est rafraîchi sans arrêt. Voilà. Évidemment, puisque tous les 3000 millisecondes, on lui demande de refaire le calcul. Alors, je vais le débrancher parce que sinon, on ne va pas réussir. Voilà, vous voyez, là, j'ai débranché ma carte. Et qu'est-ce qu'on fait? On mesure on va remonter plus haut. Voilà. Mesure du capteur. Là, on mesure 20 degrés 04. La pression atmosphérique, que je transforme en kilopascal ou en atmosphère. Voilà. L'humidité relative, mesurée par la sonde, 42,29%. Donc, ça, c'est de la mesure. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je calcule l'altitude théorique. C'est pas la vraie altitude. Enfin, ça peut être la vraie altitude, mais pas forcément. Donc là, au niveau du diagramme psychrométrique, on calcule la pression de vapeur saturante. Enfin, bon, tout un tas de choses que je mets pour moi pour pouvoir faire mes contrôles. L'humidité spécifique, donc, c'est quelle est la masse d'eau qu'on a dans 1 kg d'air. Donc là, on a 8,43 grammes par kilo d'air. Ou alors 9,73 grammes par mètre cube d'air. Ici, on a le point de rosée et la température humide, température bulbe humide. Là, je calcule après l'enthalpie, donc c'est la quantité de chaleur dans 1 kg d'air. La composition humide des masses, les différentes masses molaires, bon ça on ne va pas en revenir là-dessus. La densité,
de l'air. Donc là, dans 1 mètre cube d'air, ça pèse 1,164 kg dans 1 mètre cube. Ou alors, on a 0,85903 mètres cubes dans 1 kilo. Oui, c'est le volume spécifique. Hein, c'est l'inverse, si vous voulez. Voilà. Et là, on a la densité d'oxygène. Donc, on a 267 grammes d'oxygène dans 1 mètre cube. Ça, c'est très important, parce que c'est ça qui va me servir à calculer l'apport d'oxygène pour faire une meilleure combustion possible. Alors, pour en revenir à ce sujet, quand vous voyez les fabricants qui vous vendent l'option altitude des sommes pas possibles, vous voyez que le petit composant, le BM280, il vaut même pas 1 euro. Après, ce sont des calculs, mais le calcul, ça coûte rien, une fois que vous l'avez développé. Hein. Donc, vous avez les gens qui ont des chauffages avec un seul ventilateur qui permet de véhiculer l'air chaud dans l'habitacle, et en même temps, c'est le même moteur qui amène l'air pour le comburant hein, d'oxygène. Évidemment, si vous faites varier le débit d'oxygène, vous faites varier le débit dans le camping-car. Donc, ce que font souvent les constructeurs, ils laissent tourner en fonction de ce qu'on demande, parce qu'il y a des camping-cars, enfin des chauffages où on peut dire, là, on fonctionne en mode 2, en mode 3, et ça, chaque mode a son débit d'air. Et ils modulent pour pouvoir compenser avec la pompe, les impulsions de la pompe, pour envoyer la quantité de gasoil adaptée à l'altitude. Et ceux qui ont 2 moteurs, ils sont relativement rares, eux peuvent se permettre d'augmenter la puissance ou la diminuer en fonction de l'oxygène dans le comburant, en faisant varier la ventilation et non pas le gasoil. Mais ils peuvent faire les deux. C'est comme ça que je suis parti sur ce principe-là. Je doute qu'ils rentrent dans les mêmes calculs que moi. D'ailleurs, j'ai jamais vu un composant comme le BME 280. À mon avis, ils ont simplement un capteur de pression atmosphérique et ils ont fait un algorithme qui fait une relation altitude, enfin pression atmosphérique et impulsion de pompe. Et ils se limitent à ça et ils vous vendent ça une fortune. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir un petit peu comment se font les mesures. Nous allons voir maintenant ce que ça donne sur un diagramme avec le tracé. Donc on va regarder un petit peu maintenant si les mesures faites, et les calculs surtout, sont cohérents par rapport à ce qu'on pourrait tracer sur un diagramme psychrométrique. C'est quand même la moindre des choses. Si on regarde ici le diagramme, nous voyons qu'il est conçu pour une altitude de 0 m. Le niveau de la mer, avec une pression de 101,325 kPa, et que nous, ici, nous avons une pression de 100,332 kPa. Donc on n'est pas tout à fait à la même altitude. D'ailleurs, moi, j'ai estimé une altitude à 83 mètres, 0,04, et je suis bien en dessous de cette altitude-là, là où je vis, mais c'est faussé par les conditions atmosphériques, comme je l'ai déjà expliqué. C'est pas grave, l'idée, c'est de voir si c'est quand même cohérent, parce qu'on n'est quand même pas trop loin. Donc 23,37 degrés, c'est ici, 23 degrés. Alors les 0,37, c'est pas facile à tracer, on est d'accord ? Après, nous avons une humidité relative de 45,31%. Donc 45, là on est à 40, ici on est à 50, donc 45 ici, c'est au milieu. Là aussi, c'est pas facile à tracer. C'est pas grave. Donc l'intersection des 2 points, ici, je trace une horizontale pour arriver ici, où je vois que je suis à 0,008 kg d'eau dans 1 kg d'air sec. C'est
ce qu'on retrouve ici. 8,16 dans 1 kg d'air sec. Donc, c'est cohérent. Ici, si on remonte le long de cette ligne-là, on arrive au volume spécifique de 0,85 m3 par kilogramme d'air. Et on est ici à 0,85 253 m3 par kilogramme. C'est le volume spécifique. Depuis, j'ai corrigé. Là, je l'ai rajouté parce que le libellé n'était pas bon. Donc, c'est corrigé dans le programme. Et inversement, ça nous donne 1,176 kg par mètre cube. C'est le poids d'un mètre cube d'air. Ça pèse un peu plus d'un kilo. Ça pèse 1,173 kg par mètre cube. Donc ça aussi, c'est cohérent. Qu'avons-nous? Si on suit ce tracé, on arrive là à 15,89. 15,89, c'est la température humide, c'est la température du bulbe humide. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la vidéo précédente, j'ai fait une bêtise, enfin j'ai dit une bêtise, c'est la fatigue, c'est que j'ai pris cette valeur-là pour le point de rosée, alors que le point de rosée, c'est cette valeur-là. Donc là, on va le contrôler. Il faut prolonger ce point-là jusqu'au point de saturation, qui est ici. Et là, on a la valeur qu'on retrouve ici. C'est la température du point de rosée, 10,86. Et là, on est à 10,86. À chose près, c'est pas facile à voir. Donc tout ça, toutes ces mesures-là sont cohérentes. Et ici, en partant là et en allant jusqu'ici, on a l'enthalpie spécifique. C'est la quantité de chaleur qu'on a dans 1 kg d'air. Ça va permettre de calculer entre un point donné du chauffage, c'est-à-dire avant de chauffer et après le chauffage, on aura deux enthalpies différentes. La différence d'enthalpie multipliée par le volume balayé du chauffage, soit en mètres cubes, soit en kilogrammes. Donc l'idéal, c'est de tout transformer en kilogrammes parce que les enthalpies, c'est donné par kilogramme. Et là, on calcule exactement la chaleur produite par le chauffage. Mais on peut faire exactement l'inverse en calculant des différences entre l'entrée et la sortie pour le rafraîchissement, pour la climatisation, et on calcule la puissance frigorifique en fonction du volume balayé. Toujours important, c'est le volume balayé qui est important, et la masse d'air balayé pour calculer des débits. Voilà, donc tout ça fait que on est cohérent, mes calculs sont cohérents, et là vous voyez en bas la quantité d'oxygène qu'on a dans un mètre cube d'air. Donc ça, c'est pour l'apport d'oxygène, je me répète encore, pour pouvoir calculer la bonne combustion du chauffage. Entre autres, parce que tout ça, ça va servir à faire plein de choses. Je vous répète, il y en aura 3 dans le chauffage pour pouvoir tout maîtriser, parce que l'idée générale du chauffage, c'est de mesurer tout. Alors moi, c'est mon truc, tout mesurer, tout calculer, tout contrôler. On va tout mesurer, les températures, les différentes enthalpies, les masses volumiques, tout, dans le chauffage quand il fonctionne, aussi bien en froid qu'en clim. Et l'idée, parce que dans le ESP32, on a le Bluetooth et on a le Wi-Fi. De coupler le téléphone avec le Wi-Fi de l'ESP32 et de pouvoir se connecter à un site extérieur, à une assistance technique qui permettra de voir en temps réel tout ce qui se passe dans le chauffage. Si un jour on a un souci sur la route, et ben on téléphone, on dit voilà j'ai un problème, on se branche derrière le PC et en faisant un couplage du téléphone avec le SP32, on contrôle tout, et on peut même imaginer, et de toute façon c'est ce qu'il faut faire, c'est que le SP32 mémorise tout pour pouvoir analyser les causes de la panne, ou même prédire les futures pannes. Ça a été mon boulot pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire de faire des appareils de mesure, de régulation et d'expertise. Ma société s'appelait Matelex. Vous pouvez regarder sur Internet, matelex.com, matelex.fr. Et Matelex, ça veut dire matériel électronique d'expertise.
Donc toute ma vie, j'ai fait de l'expertise technique dans tout ce qui concerne le traitement d'air, la réfrigération, le chauffage et tout ça. Donc là, je suis dans mon élément. Et l'objectif, comme je suis à la retraite, maintenant, c'est de développer un chauffage hyper intelligent, hyper performant et en plus qui fabrique de l'électricité. Donc toutes les petites vidéos que je fais depuis un certain temps, depuis que je me suis lancé dans ce chauffage gasoil thermoélectrique, ce sont des pièces que j'apporte à la construction du chauffage qui vont permettre de sortir un produit au top. Donc on a vu, il y avait ce petit composant-là, enfin le thermomètre, parce que je trouve ça idiot de tirer des câbles pour mettre une sonde le long d'une paroi qui est froide pour chauffer ou climatiser le camping-car. L'idéal, c'est de mettre ça, comme j'ai expliqué, c'est aimanté. Voilà, vous le mettez sur une partie métallique. Si vous êtes à l'avant du camping-car dans l'espace de vie, vous mettez votre sonde là, et quand vous allez vous coucher, vous le mettez la sonde dans la chambre, et ça régule sans fil, et ça vous préviendra quand les batteries sont mortes. Les batteries, ça dure 6 mois. Moi, je les change tous les 6 mois, et puis ça marche en permanence, sans problème. Donc, il y a eu ça, il y a eu le BM 280. Le prochain développement que je vais faire, c'est ce petit composant-là que je vais mettre dans le soufflage d'air chaud ou froid du camping-car. Ça permet de mesurer le CO. Donc s'il y a des fumées qui partent dans le... si jamais il y a un problème d'étanchéité, par exemple, sur l'échappement du chauffage, et puis qu'il y a des fumées qui partent dans le camping-car, ce petit composant-là, il va détecter. Mais aussi, ça peut être, comme le chauffage est prévu pour tourner en tout air neuf, tout air extrait, c'est-à-dire qu'on prend l'air de dehors, on le réchauffe et on le souffle dans le camping-car pour le mettre en surpression. Bon, je me répète par rapport à ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos. Mettre en surpression le camping-car, ça permet de maîtriser l'hiver, l'humidité, pour éviter d'avoir de la condensation. Et si on prend de l'air à l'extérieur, il peut aussi y avoir un camping-car à côté qui tourne et qui vous balance le pot d'échappement dans l'aspiration d'air, ou même votre camping-car qui tourne, et puis avec le vent, c'est l'échappement qui rentre. Et ce petit composant-là pourra dire attention, il faut arrêter la ventilation. D'ailleurs, il l'arrêtera automatiquement, il vous informera. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité. Et si on veut passer la certification du produit, c'est pas obligatoire, mais ça sera un plus pour obtenir la certification s'il y a ce genre de composant. En plus, un composant qui ne coûte pas grand-chose entre nous. On reviendra dessus. Ça, c'est la prochaine vidéo. Je vous expliquerai la différence entre CO et CO2. Et voilà, super composant que j'ai fait venir de Chine aussi. Donc je m'arrête là concernant le diagramme psychrométrique. Vous avez vu que maintenant, on peut tout calculer sans avoir besoin d'avoir une courbe. Voilà. Ah, le téléphone y sonne. Je vous laisse. À la prochaine. Au revoir.